Euh, donc, je vais aussi partager mon écran pour cette partie. Ça nous fait très plaisir avec le professeur Vincent Kaufmann, le docteur Guillaume Drevon, de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Ce webinaire, comme l'a annoncé Miglena, vise deux objectifs. Le premier, c'est vraiment d'informer sur le lancement de ce nouveau programme de formation, ce CAS en rythme urbain et sécurité, et également de commencer à creuser un petit peu les enjeux qui vont être traités dans le cadre de ce programme, notamment les enjeux thématiques, d'essayer de lever un petit peu le voile sur ce qu'on entend par rythme urbain, par enjeu de sécurité. Et puis, vous le voyez ici avec un sous-titre de ce programme qui est Travailler ensemble face aux enjeux de cohabitation urbaine. Euh, le premier élément qui a guidé l'idée de ce programme, qui a été développé depuis maintenant 1 an et demi, un peu plus, grâce au soutien de l'Extension School et de la formation continue PFL UNIL, c'est partir de ce constat qu'aujourd'hui les villes sont soumises à des rythmes de variation diverses. La ville de la journée n'est pas celle de la nuit, la ville de la semaine n'est pas celle du week-end, et aussi la dimension événementielle, le fait que les villes soient aussi des supports, des réceptacles d'événements divers et variés, pose des questions un peu nouvelles aux gestionnaires et également aux acteurs qui sont en charge finalement de la maintenance de ce système urbain. Donc, l'idée, c'était de partir de cette question des rythmes qu'on va développer ensemble pour voir finalement, est-ce que cette focale nous permet de voir autrement, de réfléchir ensemble sur les enjeux de la ville aujourd'hui. Comment concilier des enjeux qui peuvent être un peu contradictoires entre ceux qui veulent travailler et dormir la nuit, ceux qui veulent faire la fête ou profiter de loisirs plutôt le soir. Comment s'articule la régulation des flux générés par ces rythmes, qu'on parle de mouvements de mobilité pendulaire, qu'on parle de mouvements de mobilité exceptionnels à l'occasion des événements. Et puis, derrière ça, la question de la sécurité qui peut-être gagne à être non pas isolée comme enjeu autonome, mais plutôt pensée au travers de ces multiples ramifications avec ce qu'est la ville aujourd'hui et ce que sont les activités sociales dans la ville aujourd'hui. Donc, parmi les objectifs de cette formation, vous voyez ici à l'écran, comprendre les tensions rythmiques, acquérir des compétences collectivement. Cette formation, c'est une formation, donc un Certificate of Advanced Studies, à destination de professionnels. Et on a l'ambition de bénéficier aussi des compétences, des expériences de ces professionnels pour les mettre en dialogue avec des approches académiques. L'idée, c'est de créer un forum, un réseau de personnes, tant les apprenants que les intervenants experts, pour développer ensemble de nouvelles approches. Sur ce point-là, ben, je vais prendre appui et donner la parole au professeur Vincent Kaufmann. Vincent, on a conçu aussi la philosophie et je dirais la pédagogie de ce programme ensemble. Est-ce que tu veux bien développer un petit peu cette question-là de l'articulation finalement entre le monde académique et le monde de la pratique, en particulier sur une notion qui pour nous est cardinale, c'est celle de la réflexivité. Comment est-ce qu'on réfléchit sur ces pratiques? Comment est-ce que les outils académiques, scientifiques permettent aussi d'alimenter cette réflexion sur la pratique et de voir peut-être les problèmes autrement? Bonjour à toutes et à tous, merci, merci Pascal, c'est aussi un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc effectivement, je pense qu'il y a un élément clé, comme le relevait Pascal, dans le dispositif pédagogique que l'on cherche à mettre en place pour ce cas, c'est l'idée de réflexivité. Alors vous me direz, ouais, ça c'est des grands mots académiques, mais qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que, on aimerait vraiment faire dialoguer le monde académique et le monde de la pratique dans le cadre de cette formation pour qu'ils se nourrissent mutuellement. Et donc, ça implique une forme de réflexivité à la fois chez les académiques, mais aussi depuis la pratique. Peut-être le plus simple, c'est de vous donner quelques exemples de ce qu'on a imaginé. Alors, on a imaginé évidemment
des exposés ou des présentations académiques, mais notre idée à travers ces présentations, c'est aussi de se mettre en danger, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à des professionnels qui vont pouvoir, vous peut-être, qui vont questionner en fait ce savoir en disant oui, mais voilà, si, j'ai vécu telle expérience, telle situation, voilà, qu'est-ce que ça signifie par rapport à ce que vous venez de nous dire sur le plan théorique, etc. Et puis que finalement, bah, ça puisse un petit peu alimenter les réflexions de cette manière. Donc ça, c'est pour le volet, peut-être dans le sens, depuis des savoirs scientifiques, académiques consolidés vers la pratique, mais il y a aussi l'inverse, qui pour nous est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on souhaite vraiment faire remonter des expériences de terrain, des situations vécues, et puis les analyser, donc en partant finalement voilà, de l'expérience professionnelle, de les analyser peut-être avec des outils académiques, et donc de faire finalement l'exercice inverse que celui que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que on ait des présentations de professionnels qui soient interrogés peut-être par le savoir académique. On pense fondamentalement que les deux univers de la pratique et de la science, entre guillemets, dialoguent beaucoup trop peu sur les thématiques qui sont les nôtres, c'est-à-dire rythme urbain et sécurité, et qui auraient vraiment un intérêt très marqué à ce que les savoirs circulent beaucoup plus entre ces deux univers. Donc voilà un petit peu pour le principe pédagogique dont on s'est doté. Pascal, peut-être je te repasse la parole pour la suite. Mhm. Très bien, merci beaucoup. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est la raison pour laquelle on le pose là un petit peu dans cette partie introductive. Favoriser le dialogue entre les approches scientifiques, académiques et les expériences, les savoir-faire pratiques. C'est vraiment la philosophie qui guide la proposition de formation qui vous est faite ici. Euh, Casser aussi la hiérarchie des savoirs, être capable de se remettre en question, de voir les choses autrement, casser aussi les silos thématiques. Les questions de sécurité sont pas seulement l'apanage des spécialistes de la sécurité. Idem sur les questions de mobilité, sur les questions d'accompagnement social. Finalement, le constat de l'hybridation ou de la nécessité de dialogue, elle est à tous les niveaux. Et c'est précisément ce qu'on veut essayer de produire au travers de cette formation, avec une philosophie d'enseignement, avec une pédagogie. Et cette pédagogie sera aussi très fortement orientée vers de l'observation, ce qu'on appelle de l'ethnographie, aller voir des situations, aller observer une place publique, aller visiter un quartier, s'immerger aussi dans les phénomènes dont on parle beaucoup, mais avec lesquels on met aussi beaucoup de distance par rapport à leur représentation médiatique ou aux débats publics qui y sont liés. Aller voir ce qu'il en est, faire remonter cette information, l'éclairer au travers de regards différents, c'est vraiment ce qui nous a paru être vraiment intéressant. Donc, façon de dire que on va créer finalement un forum où chacun pourra contribuer à la construction de ces nouvelles visions sur la ville et ses enjeux. Euh, donc, on a conçu ce cursus de formation de la façon la plus ouverte possible, à la fois en termes de prérequis académiques et également de faisabilité pratique. Euh, ce programme, il s'adresse pas qu'à des spécialistes ou à des gens en position de décision. On voudrait qu'ils puissent représenter aussi la diversité des acteurs engagés sur ces thématiques-là. Il est également très ouvert sur des spécialités disciplinaires ou thématiques. Si on propose finalement là, vous le voyez ici, 6 modules thématiques, c'est pour créer une porte d'entrée sur le sujet. Mais on ne va pas se limiter, par exemple, pour le premier module à l'espace public. Quand on parle d'espace public, on parle de la ville. C'est simplement l'échelle d'observation qui va changer. Et probablement, selon les cas d'études qu'on va choisir, bah, des thématiques complémentaires vont venir, que ce soit de la mobilité, de la foule, de la nuit ou autre. Donc, on a une proposition de 6 modules thématiques, 6 modules de 2 jours,
qui sont indépendants les uns des autres, mais qui construisent dans l'ensemble un parcours d'apprentissage au travers des différentes facettes de la ville aujourd'hui et des enjeux autour des rythmes urbains et de la sécurité. Ces modules peuvent être choisis et suivis indépendamment les uns des autres ou de façon suivie sur une session annuelle. Ce qui permet aussi d'avoir un peu un programme à la carte. Si des participants souhaitent étaler, par exemple, le suivi du cursus sur plusieurs années, c'est possible, dans la limite de 4 ans, ou alors suivre uniquement un ou plusieurs modules thématiques qui ont une valeur en soi. L'obtention du CAS, hein, du diplôme de CAS en rythme urbain et sécurité, correspond au suivi des 6 modules thématiques dans un délai de 4 ans et au suivi du bloc méthodologique qui là sera orienté vers une production personnelle du participant ou de la participante à partir d'une question de recherche, d'un sujet qui l'apporte lui, qui l'intéresse, qui peut être un sujet ou un projet sur lequel il est engagé professionnellement ou simplement une question ou une thématique qui l'intéresse particulièrement. Ce bloc méthodologique est composé de 2 modules de 2 jours, donc dessine un parcours de 4 jours avec entre deux la production d'une analyse liée à ce sujet choisi par le participant. Euh, Question de recherche dans un premier temps, identifier vraiment comment est-ce que on construit une posture d'analyse et un parcours hein, analytique sur un sujet. Restitution de ces résultats d'analyse devant un jury, devant ses pairs lors du deuxième module, et puis production d'un mini-mémoire à échéance de 3 mois, rendu en juin de l'année de la session, qui permettra là d'avoir un livrable, c'est-à-dire un document sur lequel se fonder en termes d'évaluation. Voilà, un programme à la carte, un programme multithématique avec également un bloc méthodologique qui vise aussi à acquérir des compétences en termes de formalisation d'une analyse, hein, de conception, de production d'un document qui peut par la suite être assimilé à un rapport d'expertise, un compte-rendu sur un sujet à destination d'un client ou d'un commanditaire. Le public cible de cette formation, on l'a un peu évoqué, mais il est volontairement large sur une thématique qui se veut aussi relativement large. Des personnes actives intéressées à la question de la gestion des villes au sens large, souhaitant acquérir une expérience tant sur les approches en termes de développement urbain que gestion de politique de sécurité ou de prévention urbaine. On aura vraiment une vision, je le disais, à la fois assez large sur les thématiques et sur finalement l'hospitalité sur les différents problèmes, tout en étant très ancré dans la réalité, dans la pratique, dans des cas d'études, dans des observations. L'idée, c'est que ce ne soit pas finalement le regard de l'expert qui configure l'objet qu'on est en train de regarder, mais précisément qu'on puisse faire une co-construction de ces enjeux-là. Si on parle d'insécurité dans l'espace public, c'est des thématiques qui sont extrêmement discutées, voire même rabâchées. Comment produire un regard neuf sur ces questions? Comment essayer de sortir aussi d'un certain nombre d'impasses actuelles sur le traitement de ces thématiques? Avec l'obtention de ce certificat en rythme urbain et sécurité urbaine, on vise aussi la constitution d'un réseau d'experts qui a vocation à représenter de nouvelles approches, peut-être de nouveaux métiers dans ce domaine-là et contribuer à l'échelle des projets, des administrations, à faire avancer cette vision des enjeux de rythme et de sécurité urbaine. Donc, pour expliquer un petit peu tout ça, pour rentrer dans le détail des thématiques et également, évidemment, faire un peu la promotion de ce programme, qui est un nouveau programme mis sur le marché, sur une thématique qui se veut innovante, qui se veut un petit peu pionnière dans ce domaine, à la fois sur le regard porté et sur la méthodologie. On a conçu donc 3 webinaires qui vont rythmer un petit peu l'automne. Le premier, qui est celui d'aujourd'hui, on va consacrer à la question de la mobilité et des enjeux de mobilité quotidienne, mobilité événementielle et sécurité. On aura un deuxième le 4 novembre sur la question de la foule ou des foules urbaines avec le professeur Luca Pataroni.
Et le 25 novembre, La ville, la nuit, avec le professeur Luc Gazinski, qui est associé au programme, qui est membre donc de l'équipe de direction de ce programme et que je remercie à ce titre, euh, et qui nous donnera tout son regard, toute son expertise sur cette question assez fascinante des enjeux nocturnes de la ville. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, rentrons dans le vif du sujet et essayons de questionner finalement qu'est-ce qu'on entend par rythme urbain. Rythme urbain, la ville avec ses variations d'intensité, ses variations de flux, et ce que ça engendre en termes d'enjeux, de gestion, de mobilité, de sécurité. Je vais m'adresser à Guillaume Drevon. Guillaume, tu es spécialiste de cette question des rythmes urbains. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer en quoi finalement la question des rythmes est une grille de lecture pertinente pour comprendre les enjeux de la ville aujourd'hui? Merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être aussi ici aujourd'hui et puis merci à toutes et à tous d'être présents. Donc, je vais essayer de répondre à ta question. Enfin, déjà, j'aimerais bien dire une chose, c'est que la question, enfin, la notion de rythme, elle est un peu floue en fait. C'est-à-dire que c'est une notion qui, d'un côté, parle à tout le monde. C'est-à-dire que on parle souvent des rythmes musicaux, des rythmes même en poésie, en littérature, en rythme de vie. Donc c'est une notion un petit peu à tiroir, un peu fourre-tout. Et parfois, elle peut avoir ce défaut-là d'être un peu instable, d'être difficile à manipuler, ou on va dire un peu trop générale. Mais en fait, quand vous la mettez au travail, en fait, sur les questions urbaines, elle devient intéressante. Donc, tu as déjà donné des éléments, Pascal. Elle devient intéressante parce que, notamment sur la mobilité, moi, c'est le premier enjeu clé que j'ai utilisé avec la notion de rythme, en essayant de faire une espèce de rythmologie de la mobilité des sociétés au sens un peu plus large. Mais en fait, ça permet assez vite, quand on la met au travail, de comprendre en fait un certain nombre d'enjeux en fait. Donc, en fait, si vous prenez l'approche rythme, vous pouvez avoir une mesure des flux en termes d'intensité. Donc, c'est-à-dire, on parle par exemple du nombre de passagers, du flux de voitures, etc. Vous pouvez avoir aussi la question des agencements, c'est-à-dire ce qui est très important quand on pense aux questions des rythmes urbains, c'est que en fait, c'est une mosaïque d'usages qui se déploie en fait à la fois dans l'espace, donc l'espace de la ville, le territoire, mais aussi dans le temps. Donc ça, tu l'as bien évoqué, c'est-à-dire que on va avoir des usages qui vont cohabiter de façon soit de manière synchronisée, et là effectivement il y a conflit, par exemple, ou soit décalé. Donc ça amène à penser la ville. Donc je pense aussi à un collègue, à Lubinsky, en fait, la ville, elle peut se renouveler par, comment dire, dans ses usages, donc son utilisation, dépendamment du temps. Et donc, cette question-là, en fait, de pouvoir comprendre ces agencements, en fait, d'usage de la ville dans l'espace et dans le temps, elle est très, très importante pour comprendre finalement à la fois la mobilité, à la fois les différentes activités qui sont pratiquées dans la ville, mais aussi plus largement les manières dont s'agencent aussi les relations sociales. Donc cette notion d'agencement, elle est hyper importante à la comprendre à la fois dans l'espace et dans le temps, parce que pendant trop longtemps, on a notamment ça, on a utilisé les cartes de la géographie qui sont en fait une image fixe et figée sur un instant T en fait. Et ça, c'est un biais en fait d'analyse parce que ça permet pas de comprendre ces différents agencements. Et le troisième argument qui est intéressant avec la notion de rythme, c'est que ça permet aussi de comprendre. Donc ça, c'est une notion fondamentale, je pense, pour les questions de mobilité et les questions plutôt de gestion urbaine et en particulier de la sécurité, c'est que ça permet d'avoir ce qu'on appelle d'identifier des patterns. Donc les patterns, ça prend la forme de répétition d'un phénomène. Alors le plus connu, c'est le phénomène de déplacement domicile-travail, métro, boulot, dodo. Donc ça, c'est un pattern X. Après, vous avez le pattern des fêtes de Noël, des jours fériés, etc., où vous savez que vous allez avoir des événements. Puis après, on a des patterns, par exemple, événementiels, comme le Paléo Festival, le Montreux Jazz ou quoi. Et en fait, en analysant ça à travers les rythmes et leur intensité, donc là, on vient mettre les aspects agencement, comme j'ai indiqué juste avant, et les aspects flux, qui donnent la quantité, en fait, soit de personnes, soit de, on va dire, l'ampleur du phénomène. Et si on connaît bien comment dire, ces patterns, donc ces répétitions dans l'espace et dans le temps, ça permet aussi de donner une prise
directe à un encadrement, une politique publique de sécurité, une politique publique de gestion de la mobilité. Il y a un autre exemple qui est intéressant, je trouve, sur la question de la mobilité, qui est plus notre domaine avec Vincent, c'est qu'en fait, on s'aperçoit, et ça on le sait depuis longtemps, que les politiques de mobilité, notamment en matière de transport, sont calées sur un seul pattern qu'on connaît bien, le métro, boulot, dodo. C'est là qu'on arrive à absorber le plus de personnes, notamment pour éviter qu'elles utilisent la voiture. Mais en fait, avec des analyses qu'on a menées, et ça on aura l'occasion de le présenter, je pense, avec Vincent, on a montré, donc on appelle ça des profils rythmiques, c'est-à-dire qu'on a essayé de comprendre la diversité la plus large des rythmes de vie en Suisse, notamment. Et en fait, on a vu que la part des métros boulot dodo, en fait, elle représentait 20% de la population. Mais c'est justement, en regardant ces différentiels en termes d'agencement, de rythme, etc., qu'on se rend compte que finalement, en termes d'offre de transport, l'adaptation entre l'offre et la demande n'est pas optimale. Donc ça, c'est aussi un exemple très concret d'application de politique publique. Donc je pense que je vais m'arrêter là. C'est juste Mhm. pour vous dire très franchement qu'il y a effectivement ces trois aspects qui sont tout à fait concrets et efficaces, qui sont cette idée de mesure de l'intensité des flux, cette idée de mesure de l'agencement dans l'espace et dans le temps des usages de la ville, et le dernier, c'est la compréhension de ces patterns et de cette régularité du phénomène pour pouvoir y apporter une réponse en matière de politique publique et aussi en matière d'action. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci Guillaume, c'est très intéressant d'avoir cet éclairage, cette lecture en ramenant vraiment à la formule métro boulot dodo. On comprend bien aussi ce rythme hein, qu'on connaît bien, qui est presque un modèle, et c'est précisément ce qui va nous intéresser, c'est quand ce modèle est percuté par d'autres usages ou par d'autres temporalités. Et typiquement, il est perturbé ou il est percuté dès lors qu'on a, par exemple, des ruptures de rythme ou des pannes dans les réseaux. Une panne sur le train génère une situation chaotique puisque la ville a finalement son irrigation naturelle n'est plus garantie. Dans le même genre de surcharge hein, ou de perturbation, on a ces variations rythmiques. Alors si c'est plus métro boulot dodo, mais métro boulot fiesta. Oui, Et on va trouver la question de l'offre de transport public, la question de l'étalement aussi des flux et des concentrations sur certaines heures un peu alternatives, typiquement fin de nuit quand les bars ferment, etc. Et puis on a également aujourd'hui, c'est ce qui nous intéressait aussi beaucoup hein, au travers de ce programme, des perturbations liées à un usage de plus en plus événementiel de la ville. Alors que ce soit l'organisation de grandes manifestations qui sont exceptionnelles ou qui vont faire que la ville va devenir hein, finalement une ville référence qui a accueilli des Jeux Olympiques, des compétitions sportives ou des grandes parades, ou des événements plus récurrents. Des rencontres sportives, des matchs de foot qui mobilisent beaucoup en termes de capacité de transport ou en termes d'encadrement policier. Et là, je me tourne vers Vincent. On a travaillé pas mal sur ces questions-là de comment est-ce que la compréhension des enjeux de mobilité quotidienne et peut nous aider à comprendre les mobilités plus exceptionnelles ou liées à l'organisation de grands événements. Là, on a finalement un électrocardiogramme qu'on pensait stable et qui tout à coup s'emballe. Quels sont les enjeux finalement que ça révèle, ça? Merci Pascal. Ben, je pense que peut-être, moi j'avais envie de reprendre dans la foulée de ce que nous racontait Guillaume, deux, trois éléments. Je pense que euh, on, on vit dans un monde, alors il y a un certain nombre de chercheurs et de philosophes hein, qui l'ont mis en évidence, comme par exemple Hartmut Rosa. Hein, on vit une accélération de la vie quotidienne. Voilà, donc une accélération du rythme, hein, pour reprendre les mots qu'on utilise. En tout cas pour certaines personnes. On le voit aussi actuellement, il y a peut-être une information qui est planétaire avec une globalisation d'un certain nombre d'enjeux et d'un certain nombre de conflits, ce qui pose aussi des questions de sécurité, peut-être sous un angle nouveau. On a peu parlé de sécurité jusqu'à présent, mais bon, là on est plutôt sur ville et mobilité, donc c'est sans doute normal, mais je trouve que c'est important de peut-être d'y revenir aussi. Ça génère bah, des manifestations, ça peut générer voilà, des attentats, donc enfin, ou des risques, hein, un certain nombre de risques, et donc
voilà, à la fois cette accélération de la vie quotidienne grâce aux objets connectés, à Internet, à toute une série de moyens de transport rapides qui nous entourent, et puis cette globalisation de l'information et des conflits, en fait, voilà, nous oblige finalement, je crois, à travailler vraiment cette question des rythmes, à la fois sous l'angle des différentiels de vitesse, parce un des problèmes et une des questions, je pense que là je commence à répondre à ton interrogation, Pascal, c'est effectivement le conflit entre des vitesses et des rythmes différents. Quand par exemple, voilà, comme chaque année, se déploie à Montreux le Montreux Jazz Festival. Donc il y a un grand événement, il y a, voilà, donc Montreux a un rythme particulier pendant cette période, a aussi une exposition médiatique mondiale qui est particulière, hein, ça en fait aussi partie. Hein, et puis ben, en même temps, il y a des gens qui vivent leur vie quotidienne à Montreux. Malgré tout, alors certains sont partis, ça fait aussi partie de la question. Ils partent en vacances parce qu'ils apprécient pas voilà cette effervescence. D'autres vont évidemment au Montreux Jazz et puis d'autres bah, vivent leur vie quotidienne là au milieu et puis ça peut créer des conflits de rythme. Alors ça c'est un exemple un peu extrême, mais bon, c'est un exemple suisse que probablement certains d'entre vous connaissent. On pourrait en trouver de multiples autres alors, liés à des grands événements, liés à peut-être aussi à des événements plus tragiques. Ben, je prends un autre exemple, Gênes, la ville de Gênes, après que le fameux pont se soit effondré, ça a complètement changé le rythme de cette ville, les possibilités de se déplacer, l'accessibilité. Et donc, ça a complètement recomposé ceci pour plusieurs années. Voilà, la manière, le pouls de cette ville de Gênes. Et finalement, là, je pense qu'on est vraiment au cœur de ces enjeux. C'est qu'il s'agit de vraiment réussir à penser ensemble des, des vitesses différentes, des différentiels, des transitions. Et voilà, ça nécessite voilà, de déployer de nouveaux savoir-faire. Je pense que l'urbanisme, si on y revient, parce que d'une certaine manière, notre domaine d'études finalement renvoie, si on prend ce thème de l'urbanisme au sens large, ça renvoie à de l'urbanisme, mais finalement, l'urbanisme, c'est peut-être trop focalisé sur des questions d'espace. Euh, alors, c'est clair que la dimension du temps, elle prend de l'importance en urbanisme, mais nous, on propose d'aller encore plus loin en s'intéressant au rythme, à la diversité de ces rythmes, aux transitions entre ces rythmes, entre le singulier et le groupe, la composition de ces rythmes, si on essaye de les décomposer, de quoi est-ce qu'ils sont faits, où se situent les conflits. Euh, voilà, je crois que c'est ça un petit peu l'enjeu qu'on aimerait vraiment traiter. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Non, non, Pascal. c'est très bien. Là, on est dans une approche hein, générale. L'idée, c'est de poser un certain nombre de points de réflexion plutôt théoriques. Maintenant, on va passer à la pratique. Et puis, les deux dimensions que tu soulignes sont des bonnes transitions. On va revenir ensuite, dans un deuxième temps sur l'exemple des mobilités en lien avec l'événementiel, avec l'exemple notamment des JO de Paris qui viennent d'avoir lieu. Mais avant ça, on va parler tu parlais d'accélération, on va parler de ralentissement et précisément de lien entre mobilité et sécurité. La ville, c'est une ville qui est traversée par des flux, on l'a dit, des flux piétons, des flux de véhicules, et depuis maintenant une dizaine d'années, on a des politiques publiques hein, qui pensent le ralentissement, et avec par exemple cette mesure de limitation de la vitesse dans les centres-villes, vitesse des véhicules privés. Et donc, je voudrais vous passer ce petit extrait là d'un reportage télé. On est en France, on est à Grenoble, qui est la première ville en France à avoir mis en place cette limitation à 30 km/h de la vitesse en ville. Et je vous passe l'extrait et on en discute après avec Guillaume et Vincent. Depuis près de 10 ans, les 30 km/h sont devenus la norme sur les routes grenobloises.
Alors même si certains ont l'impression de ne pas avancer en voiture, Un peu lent, 30 km/h. 50, c'est bien, après les gens adaptent. Hein. la très grande majorité des automobilistes que nous avons rencontrés s'est habituée à cette vitesse. Ça permet d'avoir une métropole un peu plus apaisée et puis de respecter peut-être les priorités entre les piétons, les vélos et puis les voitures. Donc c'est plutôt une bonne chose. Dans ces cours d'auto-école, on y voit un côté pédagogique. Rouler moins vite permet aux élèves de mieux anticiper la circulation et l'argument sécuritaire n'est jamais bien loin. Les risques d'accident sont moindres et le choc est moins important aussi. Si on roule à 50, c'est 15 mètres de distance d'arrêt. Et si on roule à 30, c'est 9 mètres. En 2016, Grenoble a été la première métropole française à limiter la vitesse des voitures à 30 km/h. Résultat pour le maire, une meilleure sécurité et une qualité de vie renforcée pour ses administrés. Ça a baissé le bruit, ça a baissé le nombre de blessés de 30%, donc c'est vraiment en matière de sécurité routière et pour l'apaisement de la ville très important. Et je crois que c'est aussi un changement d'état d'esprit quand on se déplace. Alors voilà, on a choisi cet exemple parce que il est assez illustratif hein, de ce qu'on essayait de thématiser sous la forme de la réflexivité, de l'étude de cas. Euh, c'est un petit problème, c'est un petit sujet, on pourrait se dire, hein, d'ailleurs qui fait polémique. Alors on se dit, voilà, c'est le lobby des voitures contre le lobby des piétons, et puis finalement, on réduit la complexité des sujets par des excès de vitesse, pour le coup, dans la pensée, qui résument les enjeux voilà, à une question. Là, dans ce reportage, on a plein d'éléments qui viennent sur la table. On a un élément, évidemment, quand on pense limitation de la vitesse, on pense enjeu écologique, certes. Et ça, c'est des enjeux finalement assez impalpables. Hein. Il n'y a pas de correspondance immédiate entre un comportement et un résultat attendu. On sait que c'est vertueux, on sait que potentiellement ça peut être mieux pour l'environnement. Et en même temps, cette mesure-là pose tout un tas de problèmes pratiques hein, et engage une multitude de dimensions. Il y a celle du ralentissement, de la synchronisation des différents modes de transport. Comment, à l'échelle d'une ville, synchroniser une voiture, un transport public, des piétons, des vélos, des trottinettes. Hein. Voilà, on a un espace public qui est partagé, on a des vitesses, des rythmes différents. Comment arriver à garantir à la fois que la voie publique permette d'être optimisée et aussi qu'elle soit partagée. Et on parlait du lien entre mobilité et sécurité. On entend beaucoup dans le reportage deux mots. Le premier, c'est apaiser, la ville apaisée. Donc cet horizon de la ville qui, finalement, au lieu d'être source de tension, de conflits, de concurrence, est une ville apaisée qui permet une forme de cohabitation. Et on entend l'argument sécurité, la protection, la réduction des risques. Hein. On a évité 30% d'accidents. Donc finalement, les débats autour de cette mesure, hein, qui pour le cas de Grenoble était un peu expérimentale et qui aujourd'hui essaime un petit peu dans d'autres villes, elle est intéressante à questionner. Et c'est vraiment ce qu'on a l'ambition de faire au travers de ce programme de formation, hein, c'est de partir de petits sujets, entre guillemets, comme cela, et d'essayer de voir toute leur complexité. Et puis je rajoute un élément, après je donne la parole à Guillaume et à Vincent pour réagir là-dessus. Euh, Finalement, on parle là de la limitation à 30 km/h. On pourrait se poser la question de toutes les limitations. Hein. Et je signale juste ça comme ça, parce que moi, c'est des sujets qui m'intéressent, mais cette mesure ici, qui est discutée à l'échelle locale, à l'échelle de la ville, hein, la ville de Grenoble en l'occurrence, elle peut engager des échelles plus grandes, des échelles nationales par exemple. Et je rappelle que la limitation de la vitesse sur les routes nationales en France à 90 km/h en 2008 a été finalement la source, l'élément déclencheur du mouvement des Gilets jaunes. Donc on voit ici comment un enjeu de mobilité a des ramifications hein, qui peuvent aller jusqu'à un mouvement social, l'occupation pour le coup de l'espace public sur le mode de la manifestation et des enjeux de gestion, notamment de la sécurité publique qui en découlent. Euh, Guillaume, tu souhaites réagir là-dessus? Quelle est ta lecture des enjeux de la limitation à 30 km/h de la vitesse en ville? Bah, en fait, il y a tous les enjeux que tu as évoqués
Ça, c'est les enjeux classiques de la réduction de la vitesse. Mais d'ailleurs, il y a eu une démonstration faite, notamment par le Shift Project, me semble-t-il, qu'en fait, une des mesures, comment dire, qui a le plus permis de réduire vraiment les émissions, c'est vraiment la réduction à 110 km/h sur les autoroutes, typiquement. Donc ça c'est les arguments classiques. Le deuxième, c'est donc la réduction des émissions. Le deuxième, c'est la question de la sécurité. Et puis le troisième, c'est effectivement la cohabitation entre les différents modes de transport. Ça, c'est assez connu dans la littérature, dans les études de cas que tu évoques, etc. Mais il y a un autre point, je pense, qui est, je pense, limite plus intéressant, mais qui se cache un peu derrière tout ça. C'est la question de la relation à la vitesse. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même, bon, Vincent l'a très bien dit juste avant, sur les questions d'accélération, notamment chez Rosa, qui fait la relation entre, donc chez Arthur Rosa, donc il y a un ouvrage qui s'appelle Accélération sociale, donc je vous invite à aller regarder sur Internet pour celles et ceux que ça intéresse. Et en fait, on parle de la relation à la technologie et au progrès. C'est-à-dire on est dans une idéologie, on l'est encore, je pense, hein, notamment avec ChatGPT. Non, je voyais encore ce matin des informations, je crois, là, sur la RTS, on en parlait. Donc, on compte le nombre de microsecondes, enfin de décimales qu'on arrive à gagner dans les microsecondes de calcul de ChatGPT. Donc, on descend, donc on est à 0,000 machin. Et en fait, on est encore dans cette idéologie de la vitesse, mais qui concerne aussi la mobilité. Et en fait, on nous a éduqués avec le TGV, avec les autoroutes allemandes, avec la limitation illimitée, etc., etc. Et en fait, là, on touche un point qui est fondamental pour les questions justement d'une meilleure cohabitation des rythmes urbains. C'est la question de la relation à la vitesse et du conflit qui en découle. C'est-à-dire que on a ça par exemple. Alors, il y a un autre phénomène. Donc, on est vraiment sur la question des imaginaires, de la dimension psychosociale, etc. Il y a un point qui devient assez clair, notamment à Genève, sur les questions de mobilité. Donc avant, vous aviez trois grandes catégories, c'est-à-dire comment dire, les transports publics, avec des différentiels de vitesse qui sont discutables, les voitures avec effectivement des petites voitures et des voitures puissantes, et puis les vélos, c'était un petit peu le vélo en général, quoi, c'est-à-dire le vélo mécanique classique. Donc on a vu la progression de la question, comment dire, des différents types de vélos. Maintenant, vous avez du vélo cargo, du vélo 25, du vélo 45, du vélo mécanique, etc., etc., des vélos de loisirs, etc. Et en fait, on voit que même à l'intérieur d'un segment, comment dire, de vitesse qui était considéré comme lent, c'est-à-dire le vélo, en fait, à l'intérieur de ce segment se construit aujourd'hui de nouveaux conflits rythmiques. C'est-à-dire que entre un 25 et un 45, c'est pas la même vitesse, pas la même puissance, encore moins avec un musculaire, etc., etc. Donc même en fait dans des circonstances de ralentissement, donc par exemple la limitation en termes de vitesse sur au centre-ville, même dans un mode qui se tient d'un seul tenant normalement, en fait, on retrouve finalement des conflits rythmiques. Parce que ça veut dire qu'en fait, donc là je vais reboucler sur la question des 30 km/h, c'est qu'on a beau mettre des zones, on va dire, de ralentissement, entre guillemets. Alors ça, je pense, c'est à la fois un grand succès et un grand échec des politiques de ralentissement dans les villes en Europe, c'est-à-dire que on met, comment dire, la façon d'agir la plus classique, c'est agir sur l'espace public, la limitation de vitesse et mettre sous cloche les espaces, en fait. Sans penser au temps, d'ailleurs, c'est-à-dire que la limitation, elle est tout le temps. Donc peut-être qu'il y a des moments où il faudrait la faire fluctuer. Et on a complètement oublié qu'à l'intérieur de cette cloche, eh ben, en fait, même si on réduisait à 30 km/h, il persiste encore, là je rebondis sur les vélos, il persiste encore des conflits rythmiques entre personnes. Parce qu'en fait, et là c'est très important ce qu'évoquait Vincent à un moment, c'est-à-dire de comprendre la diversité et la complexité des rythmes, parce que c'est là qu'on a les conflits les plus importants. Entre un vélo à 45 et un vélo musculaire, on va avoir des conflits extrêmement importants. Entre un piéton et un vélo aussi, etc., etc. Donc en fait, il faut aller un peu plus loin que simplement mettre sous cloche des espaces. Il faut aller sur, alors soit de la séparation de voies, soit de la pédagogie, soit des limitateurs, etc. Oui, Il faut aller c'est beaucoup des plus nouvelles loin. règles, c'est des nouvelles règles finalement de partage, hein, de l'usage de la C'est ça. ville. Et je trouve intéressant ce que tu dis par rapport au vélo, qui a priori est un mode plutôt. On parlait de mobilité douce, mobilité ralentie, et
à l'intérieur de cette catégorie, on retrouve de l'accélération. On retrouve du rythme, comme tu dis, et des différentiels de vitesse. Et c'est précisément ce que, Vincent, toi, tu travailles, hein, sur les questions de ralentissement, comment nos sociétés qui se sont pensées avec le progrès comme des sociétés de la rapidité, de la performance, on va de plus en plus vite, de plus en plus loin, aujourd'hui atteignent des limites peut-être et doivent se penser au travers des enjeux de justement ralentissement. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, tout à fait, volontiers. Peut-être juste pour poursuivre sur la ligne initiée par Guillaume, je pense un des intérêts, un des enjeux au niveau des mobilités urbaines et du 30 à l'heure, bah, c'est de retrouver une certaine unité dans les vitesses. C'est-à-dire quand on a des différentiels énormes de vitesse dans une rue ou dans une ville où vous avez des gens qui roulent à 80 km/h en voiture, parce que vous avez une voie rapide, et puis des piétons à côté, c'est extrêmement difficile à faire cohabiter. Et donc, je pense que derrière le 30 à l'heure, il y a aussi cet enjeu-là, c'est finalement d'avoir peut-être des vitesses, des vitesses des différents usagers de l'espace public qui soient un peu plus unitaires. Mais peut-être pour revenir à ce que tu disais, Pascal, moi je pense que ça c'est un enjeu effectivement essentiel, cette question de l'accélération. Et ça me fait revenir peut-être sur la question politique associée aux 30 km/h. C'est-à-dire que quand on écoute le reportage de M6, quand on écoute Guillaume Drevon, on se dit, mais finalement, ce 30 km/h, c'est une évidence. Pourquoi est-ce que ça fait polémique sur le plan politique? Et c'est là où c'est intéressant, puis c'est là où je pense que dans notre cas, face à un intérêt, et ça renvoie de nouveau à cette question de la réflexivité, c'est-à-dire que si c'est polémique, c'est parce que ça fait quand même 200 ans que les sociétés occidentales se sont construites autour de l'idée d'optimisation et d'accélération. Et donc là, c'est une espèce de rupture. Tout d'un coup, il faudrait ralentir. Et donc, ça va contre une certaine idée du progrès, ça va contre l'idée de l'efficacité. Il y a toute une série de thématiques, non seulement des imaginaires, mais je pense des choses assez concrètes, hein, des faits voilà, qui vont à l'encontre. Et donc, c'est ça qui fait la polémique sur le plan politique. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'acteurs, notamment économiques, représentant un certain nombre de partis, sont opposés à ce ralentissement, précisément pour cette raison-là. Et donc, la question qu'il faut se poser par rapport à ça, c'est de se dire, ben, comment est-ce qu'on sort de cette situation? C'est-à-dire, on a d'une part une mesure qui fait manifestement sens, d'autre part, une polémique avec quelques bons arguments et une bonne politique rythmique, elle arrive à sortir par le haut de ces questions-là en étant un petit peu réflexif. Et je pense que c'est un peu l'esprit qu'on aimerait donner à notre formation en se disant, mais faisons un pas de côté, pensons les choses autrement et trouvons des solutions qui permettent de sortir de ces espèces d'ornières un peu manichéennes. Alors c'est parfait. Je pense que dans cette expérimentation, cette idée de sortir un petit peu des certitudes ou des positions figées, je voudrais évoquer ce deuxième cas là, qu'on avait préparé, qui est celui de la mobilité mise à l'épreuve du régime événementiel. La ville qui est mise sous pression, mise à l'épreuve par des flux, par des activités extraordinaires, événementielles. Et en l'occurrence, là, on va prendre l'exemple des JO à Paris, hein. Comment cette question de la mobilité, et pour la sécurité, c'est la même chose, hein, est d'abord pensée sous la forme de l'horizon négatif. Au départ, c'est finalement ce qu'il y a à perdre qui est entrevu, hein, de façon pratique quand on envisage, hein, l'organisation de grandes manifestations. Et en l'occurrence, sur le cas de Paris, c'était très marqué sur la mobilité. Ça va être l'enfer. Le réseau de transport va pas pouvoir absorber le nombre de personnes ou la demande. Les travaux vont pas être livrés à l'heure, etc., etc. Et je voudrais vous passer l'extrait là. Il y a deux extraits, c'est l'avant-après. Hein, l'avant, c'est Valérie Pécresse, donc présidente de la région Île-de-France, qui parle du concept de mobilité imaginé par les autorités. Et puis le deuxième petit extrait, c'est sur le témoignage des participants. Voilà. Et on voit très bien ce glissement finalement du cauchemar annoncé à
une espèce de miracle bienheureux, hein. Finalement, tout a bien été, c'était même au-delà des espérances. On passe et on en discute après. Alors, comment est-ce que ça marche, le site Anticiper les Jeux? Vous prenez votre ligne, vous tapez votre ligne, et vous dites par exemple que vous avez envie d'aller au Trocadéro. Pas de chance. Voilà, le Trocadéro, on vous dit les horaires d'affluence à la gare. Vous voyez que jusqu'à 19h, vous êtes bon. Et qu'à partir de 20h, ça commence à devenir compliqué. Et qu'à 21h, ce sera difficile. Voilà. Le rouge, c'est à éviter. Temps d'attente pour accéder au quai supérieur à 15 minutes. Orange, c'est extrêmement fréquenté. Orange pâle, c'est très fréquenté. Et vert, c'est à privilégier. Et vous avez la situation des autres stations. Ce qui vous permet, au lieu de descendre à Trocadéro, de descendre à la station d'avant, puisqu'elle est verte, et de marcher 100 mètres, plutôt que de vous taper d'aller à la station Trocadéro qui va être totalement saturée. Donc c'est vraiment pour miser sur l'intelligence collective. En tout cas, on a mis toute notre intelligence à nous dedans. Donc si vous ne voulez pas en profiter, c'est un choix. Mais enfin, il y a beaucoup de travail derrière, comme vous l'imaginez. Des métros à l'heure, des rames moins bondées et des usagers ravis. Les transports parisiens font peau neuve en ces Jeux Olympiques, pour le plus grand plaisir des voyageurs qui ont même du mal à reconnaître leur transport en commun. Il va me rendre moi, plutôt bon supporter sur tous les lieux des JO, Invalides, Grande Salle de France ce matin. En tout cas, agréablement surpris. Je m'attendais peut-être à un peu plus de monde, mais là, c'est royal. Il y a même de la clim, ça sent bon, on ne sait pas trop ce qui se passe. Avec des milliers d'agents déployés et une sécurité renforcée, ligne 5, direction le Club France, les supporters et les usagers sont également très satisfaits du service. Alors nous, on vient de Champigny-sur-Marne, donc on a fait RER, métro. Ça s'est super bien passé, ouais. On n'a quasiment pas attendu et il n'y a personne, donc c'est super. Pour ces JO, l'offre de transport a effectivement été améliorée et certaines lignes ont été renforcées. Alors, je parlais de miracle, hein, c'est ce qui ressort. Il y a une espèce d'étonnement, de fascination pour la facilité de l'expérience, là où on attendait des difficultés. Il y a- ce qui est intéressant dans l'organisation des grandes manifestations, c'est cette dimension d'épreuve dont je parlais, hein. Il en va de la réputation de Paris, il en va de la réputation de la France, de son savoir-faire en termes de gestion de manifestations. Donc, on met les moyens. Il ne s'agit pas, évidemment, de dire que ce régime événementiel peut être tenu sur du quotidien. Par contre, de s'inspirer de cet effet laboratoire. Et je mentionnerai peut-être deux éléments dans ce qu'on a vu là. C'est celui de comment avoir une expérience, hein, de mobilité augmentée. Donc ça passe par effectivement peut-être du nettoyage, ça passe par de la maintenance, ça passe par le fait d'apprêter, hein, et de prévoir des moyens pour apprêter le service, et ça passe aussi par de l'information et même du service, du contact. Ces bénévoles qui orientent les flux et qui à la fois permettent de créer de la proximité, de l'hospitalité et d'optimiser aussi les flux, puisque les gens, connaissant leur direction, se dirigent plus vite et évitent des congestions. Donc, sur cette question-là, Vincent, peut-être d'apprentissage au travers des grandes manifestations, qu'est-ce qu'on peut apprendre, qu'est-ce qu'on peut garder, comment faire en sorte qu'on ne fasse pas que un constat positif, on tourne la page et on revient à une quotidienneté qui peut-être est moins joyeuse que ça sur l'usage des transports et de la mobilité? Mais je pense que c'est une excellente question. En fait, voilà, les Jeux Olympiques, pendant les Jeux Olympiques, Paris a vécu un autre rythme. On a modifié le système des transports, voilà, pour tenir compte de ce rythme, après avoir fait des études assez pointues. Il y a aussi eu du personnel qui n'est pas parti en vacances, dans les entreprises de transport. Il y a eu des heures supplémentaires qui ont été réalisées. Il y a eu des négociations syndicales exceptionnelles. Enfin, ça a été une espèce de parenthèse comme ça. Puis effectivement, ça s'est très bien passé, et la question c'est à se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut garder, que ce soit en termes organisationnels, en termes de services.
pour la période, entre guillemets, normale. Hein, et là, de nouveau, moi, je pense que ça milite une fois encore pour ce mot qu'on aura décidément beaucoup dit dans ce webinaire, c'est la réflexivité, c'est-à-dire de se dire, ben, tout ça a été pensé de façon exceptionnelle, mais est-ce qu'il n'y a pas dans ces choses pensées de façon exceptionnelle des choses qui pourraient se pérenniser de façon, entre guillemets, normale? Et ça, ça n'est qu'en croisant des regards analytiques avec une expérience de terrain qu'on peut y arriver. Et donc je réponds pas à la question parce que je pense que c'est difficile de dire voilà ce qui doit être gardé comme ça de façon très très extérieure. C'est pas possible, en fait, c'est pas pertinent de le faire. Mais par contre, voilà, de l'analyser en profondeur et d'en tirer parti, ça, je pense que c'est absolument essentiel. Et je pense que parmi les sources d'inspiration, hein, cette question de la distribution de l'information, d'informer correctement le public pour qu'il fasse des choix éclairés, on tombe à la fois sur des leviers pratiques, hein, et managériaux en termes de gestion urbaine, mais aussi sur une dimension politique. Comment informer le citoyen du mode d'emploi de la ville pour faire en sorte que, il se l'approprie sur un mode positif. Et ça passe par des dispositifs très concrets. Que ce soit de la signalétique, que ce soit la façon de représenter graphiquement, hein, les informations, que ce soit l'usage d'outils technologiques qui permettent de rapprocher une information du contexte d'usage, hein. C'est la raison pour laquelle aussi on s'intéresse à ces innovations, à la fois innovation technologique et innovation en termes de gouvernance, qui permettent aujourd'hui peut-être de trouver d'autres leviers de gestion urbaine. On arrive au bout du contenu. On va peut-être pouvoir prendre quelques questions dans les 3-4 minutes qui restent. Je vous signale les prochains rendez-vous. Le prochain, en tout cas, du lundi 4 novembre sur les foules urbaines avec Luca Pataroni. Le site du programme est en ligne. Vous avez ici un extrait du flyer qui est diffusé en ce moment. En scannant le QR, vous pouvez accéder au site. Et vous trouverez l'ensemble des informations administratives relatives à ce programme. Voilà Merci. pour nous. Miglena. Oui, je vais juste arrêter l'enregistrement comme j'avais.